La 6e journée du procès Diddy s'est ouverte dans une frénésie d'impatience familière. Les journalistes se bousculaient pour prendre position, des murmures de « quelle bombe » résonnant dans les couloirs bondés. Pourtant, rien n'aurait pu préparer quiconque à l'instant sismique où Monique oui, cette Monique-là est montée à la barre des témoins. Ce qui avait longtemps été considéré comme une dispute hollywoodienne vieille de plusieurs décennies se déroulait soudain dans une salle d'audience fédérale. La galerie bondée était déjà pleine avant même l'ouverture des portes ce matin-là. Les journalistes étaient alignés dans le couloir, smartphone à la main, attendant le prochain gros titre. Au lieu de cela, l'actrice oscarisée et critique hollywoodienne invétérée s'est glissée par une entrée latérale, l'air calme mais résolu. Les procureurs ont rangé leur pile de pièces à conviction, et la défense de Diddy a échangé des regards inquiets. À cet instant, l'atmosphère dans la salle a basculé. Monique s'installa dans son fauteuil de témoin et, avec une clarté inébranlable, déclara « On m'a demandé de dire la vérité, et c'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. » Dès la première syllabe, son ton était à la fois autoritaire et déterminé. Pendant des années, elle avait mis en garde le monde contre les coulisses du pouvoir à Hollywood ou contre les promesses non tenues et les accords secrets qui réduisaient au silence ceux qui osaient s'exprimer. Ces avertissements étaient souvent balayés d'un revers de main, pris pour de l'amertume. Aujourd'hui, sous serment, ils exigeaient qu'on y prête attention. Le juge acquiesça et lui accorda la permission de se référer à une chronologie minutieusement préparée. Page après page, Monique exposait sa chronologie, les dates de ses rencontres avec des personnalités clés, les appels téléphoniques restés sans réponse, les invitations murmurées dans des pièces faiblement éclairées. Chaque entrée était accompagnée de reçus et de documents, courriels, journaux d'appel, et même des extraits audio discrètement annotés par les procureurs. Le silence se fit dans la salle d'audience, tandis que le poids de son récit s'abattait sur tous les présents. Ce qui a transformé cette affaire personnelle en révélation de tout un écosystème, c'est la révélation suivante de Monique. Elle a relaté un appel téléphonique privé avec Tyler Perry en 2018, au cours duquel il aurait admis que sa mise à l'index était injuste et promis des excuses publiques. Mais celles-ci n'ont jamais eu lieu. Perry l'a prévenu que des excuses déclencheraient des réactions négatives sur d'autres personnes, notamment, a-t-il dit, Puff, en référence à Sean, Diddy, Combs. Il m'a dit qu'il avait tort, a témoigné Monique, la voix ferme, le regard fixé sur le jury. Les procureurs se sont penchés en avant, même la défense a semblé momentanément abasourdie. La tension est montée d'un cran lorsqu'elle a présenté une transcription écrite de leur conversation. Perry y avait averti que des choses se passaient lors des rassemblements de puffs dont personne ne devrait parler, et que les rendre publics mettrait en péril des carrières protégées par des accords de confidentialité. Le juge a admis la transcription comme preuve, bien que l'enregistrement lui-même reste sous scellé jusqu'à son authentification. L'implication était effrayante, des personnalités influentes potentiellement complices de la protection d'un réseau de silence. Puis vint le moment qui captura tous les regards dans la salle d'audience. Monique marqua une pause, ajusta son micro et révéla discrètement « J'ai assisté à une soirée privée de Diddy en 2006, et je suis partie parce que j'ai été témoin de quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. » Elle décrivit l'immense propriété de Hollywood Hills, les voituriers confisquant les téléphones, la douce lumière des bougies, le rythme rythmique du R&B et le flot incessant d'invités conduits dans les arrière-salles. Il y avait une femme en talons aiguilles et un homme vêtu uniquement d'un peignoir, dit-elle. L'un des assistants de Diddy m'a assuré, vous ne risquez rien, signez simplement l'accord de confidentialité. À ce moment-là, elle sortit. Elle n'a jamais signé et n'est jamais revenue. Peu après, la carrière de Monique commença à s'effondrer. Les rôles principaux se tarirent, les invitations au festival disparurent et des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle était devenue « difficile ». Pourtant, elle n'oublia jamais cette nuit-là. Je savais que j'étais devenu un boulet, témoigna-t-elle. Son expérience faisait écho à des témoignages antérieurs de Cassie Ventura et d'autres, mais le récit de Monique avait le poids d'une collègue respectée, et non d'une personne en quête de faveur. En refusant de se taire, elle s'exposait à des représailles professionnelles. Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un système orchestré, elle n'a pas hésité. Absolument, a-t-elle répondu. C'était une machine conçue pour protéger les réputations et dissimuler les abus. Au fil de son récit, l'accusation a établi des liens entre son récit et les déclarations enregistrées de témoins précédents relatant des rencontres similaires, installation de caméras secrètes, escorte engagée, suite de luxe transformée en terrain de chasse. La salle d'audience vibrait tandis que Monique poursuivait son discours, reportant son attention sur les gestes publics de soutien de Tyler Perry envers d'autres figures de l'industrie.
Elle a évoqué un moment devenu viral où Perry est monté sur la scène de la méga-église de l'évêque T.D. Jack et a remis un chèque d'1 million de dollars. Les gens ont vu de la charité, a-t-elle expliqué. J'ai vu une transaction visant à préserver le silence. Cette observation soulignait les efforts coordonnés des élites hollywoodiennes pour soustraire Diddy et d'autres à toute surveillance. Tout au long de son témoignage, Monique a gardé une posture calme, les épaules droites, le regard fixe. Même Diddy, vêtu d'un costume gris anthracite, ne pouvait dissimuler sa tension. Des dessinateurs ont saisi la faille fugace dans sa façade, une mâchoire crispée, une lueur de malaise dans son regard. Ses avocats ont répliqué à Monique, qualifiant ses affirmations de spéculatives. Pourtant, l'accusation a rétorqué que ce contexte était essentiel pour comprendre comment les accusations contre Diddy avaient été si longtemps enterrées. Au moment où Monique s'est retirée, le procès avait dépassé sa portée initiale. Ce qui avait commencé comme une affaire contre Sean Combs s'était transformé en une mise en accusation plus large de la culture de complicité d'Hollywood. L'effervescence dans les couloirs était ensuite électrique. Les journalistes s'extasiaient sur chaque nouvel angle, le courage de Monique sous serment, les prétendus aveux de Tyler Perry, le réseau d'accords de confidentialité qui avait encadré cette histoire pendant des années. En une seule matinée, elle était passée du statut d'individu marginal et franc à celui de pivot d'une enquête fédérale. La 6e journée s'est achevée sur la promesse de nouvelles révélations. Tandis que la salle d'audience se vidait, les spectateurs s'attardaient, ressassant dans leur esprit chaque détail partagé par Monique. Les portes autrefois closes de ces événements voilés de velours étaient désormais entr'ouvertes, et le monde observait, captivé, attendant de voir quel secret ferait surface. Ce dont n'était pas un simple acte de charité. C'était une tentative désespérée de limiter les dégâts. Cette église est une forteresse protectrice, et des personnalités influentes comme Diddy exploitent sa chair pour forger des alliances qui les rendent intouchables. Un léger bourdonnement parcourut la salle d'audience tandis que les jurés échangeaient des regards perplexes. Même le juge marqua une pause, son stylo flottant sur le papier, son regard oscillant entre Monique et les notes hâtives du jury. Monique se pencha en avant. Peu de temps après la généreuse contribution de Perry au ministère de l'évêque Jack, j'ai vu les rumeurs sur les soirées débridées de Diddy disparaître de tous les blogs à potins du jour au lendemain. Elle marqua une pause pour laisser les implications se préciser. J'ai alors compris que l'argent changeait de main, que les rumeurs s'achetaient et que les voix étaient réduites au silence. Ce chèque d'1 million de dollars n'était pas destiné à la bienveillance, c'était la monnaie du silence. L'accusation a présenté une série de photographies. Sur chacune d'elles, quelques semaines seulement après le don à l'église, Perry et Diddy apparaissaient en parfaite camaraderie lors d'un gala BET au bras dessus bras dessous, un large sourire illuminé par des flashs, comme si les accusations tournoyantes n'avaient jamais existé. Ces images soulignaient le témoignage de Monique, la machine du divertissement ne se contentait pas de protéger Diddy, elle soignait activement son image. Le regard de Monique se posa sur le juge. J'ai déjà été blackballé une fois. Je n'ai pas peur de dire à nouveau ma vérité. Le silence est le plus lourd tribut que nous puissions payer et j'ai vu d'innombrables collègues payer la facture. Un silence s'abattit sur elle lorsqu'elle fouilla dans sa sacoche en cuir et en sortit une liasse de papiers impeccables. Ceci, annonça-t-elle, est la conversation où Tyler Perry a admis ses erreurs en privé. Des murmures ont éclaté lorsque l'huissier a remis la transcription au greffier, qui l'a transmise au juge. Ce dernier a survolé les premières lignes, puis a fait signe à l'accusation de poursuivre. Selon le document, Perry a reconnu à Monique « Je sais que j'ai fait une erreur. Tu n'as jamais été une diva, tu as simplement refusé de travailler gratuitement. J'aurais dû reconnaître publiquement cette erreur. » Puis, avec une franchise glaçante, il a admis « Mais je ne peux pas la rendre publique maintenant. » La réputation de Puff est en jeu. La voix de Monique tremblait d'une intensité contenue. Il a avoué que si Sean Combs tombait, sponsor, financier et gardien de l'ordre public s'effondrerait avec lui. Ces mots tissaient un tapis de peur, les puissants d'Hollywood s'accrochaient au basque de Diddy, terrifiés à l'idée que le moindre secret révélé les entraîne dans l'abîme. L'ancienne garde du corps Jean Dill et le publiciste Christian Keyes avaient laissé entendre ce sous-entendu, l'influence de Diddy n'était pas personnelle, mais institutionnelle. Il a eu l'occasion de me justifier, murmura Monique, mais il a choisi de protéger un héritage plus sombre. Une inspiration collective accueillit la décision du juge d'admettre la transcription comme preuve ou une victoire monumentale pour l'accusation. L'avocat de Diddy resta figé, la gravité de ses excuses privées désormais gravée dans les archives fédérales. Puis Monique se pencha en arrière et prononça un nom électrisant, Oprah Winfrey. En 2010,
Je me suis confiée à Oprah au sujet des abus commis par mon frère pendant mon enfance. Elle m'a assuré qu'elle garderait mon histoire secrète, mais immédiatement après que j'ai refusé la tournée de presse de Prociou, elle a diffusé sa version des faits dans son émission. Une onde de choc parcourut la salle. Elle prétendait que c'était pour des raisons professionnelles qu'elle avait été trahie, mais j'ai compris le véritable motif, me faire taire. Elle a tracé une ligne reliant Oprah, Perry et Didi aux trois titans partageant les mêmes équipes de gestion de crise, les mêmes architectes du pot de vin et les mêmes agents de relations publiques. L'un des leurs m'a transmis par erreur un fil de discussion par courriel, a-t-elle déclaré en produisant une copie expurgée. Il exposait une stratégie coordonnée au mon nom, celui de Puff et celui de Tyler dans l'objet visant à contrôler le récit. Le juge étudia les pages. Le message était clair, il ne s'agissait pas d'une dissimulation isolée. C'était une machinerie silencieuse synchronisée. Ils ont rédigé des accords de confidentialité, soudoyé des témoins et décidé qui prospérait et qui disparaissait, déclara Monique, la voix pleine d'indignation et de défi. Après une brève pause, elle revint livrer une dernière révélation glaçante. Parlons maintenant de la liste invisible. Le silence retomba dans la salle d'audience. Il n'existe pas de liste écrite, mais tout le monde à Hollywood sait qui y figure et qui n'en figure pas. Critiquez ces noms et vous serez qualifié de difficile, instable ou carrément dangereux. Monique se souvenait d'avoir vu des collègues fascinés par un succès avant qu'ils ne disparaissent, des carrières terminées parce que quelqu'un refusait de jouer le jeu. Elle décrivit à voix basse une ancienne retraite cinématographique, des téléphones confisqués, des contrats imposés et des rituels troublants à un incident jamais attribué publiquement, mais compris par ceux qui l'avaient vu. L'implication était lourde de sens, c'était ainsi que l'industrie appliquait ses règles tacites. Le tribunal doit garder à l'esprit qu'il s'agit d'allégations, a rappelé le juge à la galerie. Pourtant, le message de Monique était sans équivoque, le monde du spectacle ne protégeait ni l'art ni la vérité, il protégeait les secrets à tout prix. Dans un dernier moment, résolue, elle s'attaqua à l'ingérence invisible de Didi dans le déclin de sa propre carrière. Après mon engagement présidentiel malheureux, j'ai appris par une source proche de Revolt TV que j'avais froissé les mauvaises personnes. Puff ne supporte pas le bruit non plus. Elle hocha la tête, calme mais inflexible. C'est le véritable prix à payer pour s'exprimer dans cette ville. La salle d'audience s'est penchée en avant, tous les regards rivés sur Monique alors qu'elle prenait la parole. Elle a raconté comment un cadre avait discrètement signalé que Sean, Puff, Combs avait été contacté par l'équipe de Tyler Perry pour développer de futurs projets, et que son nom faisait obstacle. L'accord était simple, a-t-elle déclaré. Il voulait un accès illimité aux plateformes de Puff. C'est moi qui bloquais l'accès. Elle a révélé que Perry et Didi s'étaient rencontrés à plusieurs reprises à huis clos, rencontres dont elle n'a eu connaissance que plus tard par des connaissances communes. Ils ont parlé de moi, a-t-elle poursuivi d'une voix basse et mesurée, non pas comme d'un talent, mais comme d'un handicap. L'accusation a ensuite présenté une série de courriels échangés entre une agence de relations publiques mandatée par Revolt et Tyler Perry Studio. Ces messages ont révélé une stratégie coordonnée visant à façonner l'image de Monique et de Cassie Ventura auprès du public, en parfaite synergie. À cet instant, le tribunal a constaté pour la première fois comment la réputation de deux femmes était manipulée, telles des pièces d'un échiquier se déplaçant à l'unisson. L'impact fut électrique. Monique se pencha vers le micro, le regard fixe. Elle expliqua comment le terme « difficile » avait été instrumentalisé contre elle. Il le traite comme une contagion. Chuchotez-le à un directeur de casting et ça se propage jusqu'à ce que toutes les portes se ferment. Bientôt, votre nom apparaît lors d'une réunion et ils ont déjà une raison de refuser. Puis vint le moment qui bouleversa l'assistance. Avec une autorité discrète rarement entendue à Hollywood, elle déclara « Je n'ai pas été mise à l'index par les Blancs. J'ai été mise à l'index par les Noirs des collègues qui me ressemblaient, qui craignaient de perdre leur poste plus qu'ils ne se souciaient de faire ce qui était juste. Je ne suis pas venue ici par choix, avoua Monique, le regard épuisé, mais j'y étais obligée. Parce que ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils ont fait à Cassie, ce qu'ils continuent de faire aux jeunes artistes, ça ne s'arrête que quand quelqu'un prend le micro et parle plus fort que leur pouvoir. Elle a raconté comment, 2 mois plus tôt, l'accusation lui avait demandé de témoigner. Au début, elle avait refusé. Je n'allais pas revivre ce traumatisme, exposer ma famille, rouvrir ses blessures. Pourtant, lorsqu'elle a visionné les images du concert de Prince, vu l'explosion de colère de Combs au tribunal et assisté à l'effondrement de Cassie à la barre, quelque chose en elle a craqué. Ça a été mon point de rupture, dit-elle, la voix tremblante. Le témoignage, expliqua-t-elle,
est devenu un appel spirituel. J'ai entendu la voix de ma grand-mère, ma fille, ne les laisse pas écrire ton histoire sans toi. Dès cet instant, j'ai su que je devais me lever. Son témoignage final a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Interrogée sur la raison profonde de l'omerta hollywoodienne, elle a simplement répondu « la peur ». La peur de perdre un rôle, un contrat, la pertinence et la peur de dire la vérité, car des hommes comme Puff, Tyler et, oui, Oprah, ont rendu la situation bien trop coûteuse. Elle se pencha en avant, les yeux rivés sur Didi. Tu croyais que ton empire était imprenable, que personne n'oserait jamais s'exprimer. Maintenant, tu restes assis là, dans un silence que tu ne peux pas imposer. J'espère que tu nous entends enfin. Alors qu'elle descendait à la barre des témoins, les sténographes remarquèrent les mains tremblantes de Combs, son avocat murmurant des exhortations frénétiques. La galerie n'applaudit pas, mais l'électricité était palpable. À cet instant, Monique, bannie depuis plus de 10 ans, s'imposa comme la voix la plus redoutable de tout le procès. Puis, comme pour tirer un rideau invisible, elle prononça le nom jusque-là absent, Tyler Perry. Doucement, posée, elle dit « Vous voulez parler de pouvoir ? De silence forcé ? Demandez à Monsieur Perry pourquoi j'ai été mise à l'écart après avoir refusé de travailler bénévolement. Et remarquez qui était à ses côtés à chaque gala et à chaque première. » Un cri de surprise s'éleva dans la salle d'audience. Perry n'était pas jugé, son nom n'apparaissait jamais dans l'acte d'accusation. Pourtant, les révélations de Monique transcendaient les frontières juridiques. Elle témoignait d'un système bien établi de protection et de complicité. Il n'a jamais levé le petit doigt pour m'aider, poursuivit-elle d'une voix ferme. Au lieu de cela, il a passé des appels pour s'assurer que personne d'autre ne le ferait. Producteur, agent, même Lee Daniels a subi la pression. J'ai les journaux d'appel pour le prouver. Elle brandit un dossier dont le contenu n'avait pas encore été officiellement admis, mais le jury en avait assez entendu. Elle a encore accru la pression. J'ai l'enregistrement d'un appel privé, Tyler lui-même s'est excusé, a admis avoir eu tort, mais m'a supplié de garder le silence. Il a dit que rendre public détruirait tout ce qu'il avait construit. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. J'en ai assez de protéger des hommes qui ne m'ont jamais protégé. Cet aveu unique a frappé la foule plus profondément que n'importe quelle exposition. Soudain, ce procès ne concernait plus seulement les abus présumés d'un seul homme. Il est devenu une confrontation avec les mécanismes de pouvoir obscurs de toute une industrie, un arrangement où le privilège protège les méfaits et punit la dissidence. Lorsqu'elle s'éloigna enfin, un profond silence régnait dans la salle d'audience. Pour la première fois, les jurés portèrent leur regard au-delà de la silhouette solitaire à la table de la défense. Ils identifièrent le réseau plus vaste qui lui avait permis de s'épanouir sans entrave et sentir le sol se dérober sous leurs pieds.